il y a Alexandra qui ne peut pas suivre. Et Baudou et Matela aussi, Charlie, et Guy Bessa, et Marie-Josée Costa, et Martin. Je pense que je leur ai envoyé un message, Olivier aussi, pour leur demander de réessayer encore le système pour pouvoir se connecter. Alors, sans trop tarder, je pense qu'on va commencer notre webinaire. Je vais commencer par remercier tout le monde et vous souhaiter le bienvenue aussi à cette webinaire qui est organisé par ITT OMS en collaboration avec UNICEF. Notre webinaire va porter sur les lignes directrices de l'OMS sur l'utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la prise en charge de l'infection à VIH, les recommandations pour les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes. Moi qui vous parle, je m'appelle Elvani Nyanyesha, je suis basée au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest centrale de l'UNICEF et je suis spécialiste du VIH. Nous allons avoir 3 présentateurs. La première présentatrice s'appelle Savinda Singh. Elle est normative guidance spécialiste à l'OMS Genève. Elle va parler sur le traitement des antirétroviraux chez les enfants et les adolescents. Et le titre, c'est quand débuter et quoi prescrire chez les enfants et les adolescents. La prochaine présentation sera faite par Françoise Vigilimana, qui est spécialiste de PTM et santé reproductive et familiale au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Et sa présentation sera intitulée Prévention de la transmission mère-enfant. Ensuite, nous allons avoir une présentation de Dr Andri Tsagé, qui est spécialiste du VIH, spécialiste principal du VIH à l'UNICEF Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sa présentation portera sur le dépistage du VIH et alimentation de l'enfant exposé. Et à la fin de chaque présentation, nous aurons 10 minutes de discussion et questions. Et chacun pourra poser ses questions. Pour pouvoir suivre notre présentation et nos discussions, nous avons quelques points à vous partager pour être bien connecté. Si quelqu'un pose une question d'abord, et on lui demande de dire où est-ce qu'il est basé, avec quelle organisation, et s'ils sont en groupe, il peut aussi dire le nombre de personnes avec qui il était. Aussi, si quelqu'un pose une question, il doit enlever son micro en silencieux. Mais sinon, pour bien suivre les présentations, il serait mieux que vos micros soient en silencieux pour que vous puissiez suivre très bien. Et aussi, on vous conseille de noter les questions. Vous pouvez même les noter en ligne, et comme ça, dès que le temps de répondre aux questions viendra, vous pourrez on pourra arriver à vos questions, et puis le présentateur va répondre à ces questions. Il est mieux de les noter en avance. Également, nous allons vous partager les présentations qui vont être partagées et présentées. Et également aussi, notre bureau à ITT sont en train de nous aider pour enregistrer toutes ces discussions, ce qui va vous être partagé. Si quelqu'un a un problème pour présenter, pour suivre aussi, nous lui conseillons de sortir de Skype ou bien de redémarrer sa machine, utiliser aussi les écouteurs, et puis s'il a un problème, il va se connecter, il va voir son département de IT pour pouvoir l'aider. Et nous sommes en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez les noter là où c'est écrit questions, conversation, pardon. Alors, sans trop tarder, je vais passer la parole à Dr Vindi, qui est basé à Genève, pour nous présenter le traitement antirétroviral chez les enfants et les ados. Quand débuter et quoi prescrire? Vindi, tu as la parole, s'il te plaît. Merci, Elevani, et bonjour, bon après-midi à tout le monde. Merci pour rejoindre cette webinaire. Je vais
je vais commencer par juste vous dire que les nouvelles lignes directrices sont en ligne sur le site web de OMS et j'ai mis le link au bas du deuxième diapo. Mais c'est aussi sur le site web de IATT. Et Jessica a mis tous les mis ça la semaine dernière là aussi. Le premier diapo juste montre que les différents chapitres des lignes directrices et la section de laquelle je vais parler, c'est le chapitre 4. Alors quand vous regardez dans les guides, vous pouvez aller là. Comme on a dit, je vais parler des médicaments, des TAR, pour les enfants et les adolescents, quand débuter et quoi prescrire. La première section, c'est la justification pour la décision de traiter tous. Je vais parler de ça un peu. Et après ça, les différents traitements pour les différents âges et certains médicaments qui sont nouveaux aussi. Alors, comme vous avez déjà entendu, je suis sûre, parce qu'on avait les early release l'année dernière et on avait aussi un résumé qui était présenté à ICASA, un policy brief, qui a résumé les recommandations et maintenant les guides qui sont en ligne détaillent, expliquent. Ils sont très intéressants. Si vous avez le temps de lire, je suggère. Mais pour le simple recommandation c'est de traiter tous, indépendamment du niveau de CD4, mais mettre en priorité les patients qui sont plus malades. Et pour les femmes enceintes, Françoise va parler de ça, mais juste pour résumer, traiter toutes et ne pas arrêter après l'accouchement. Et pour les enfants, la même recommandation, traiter tous. Voici le résumé de quand débuter, comment on a fait cette décision. Nous avons regardé les évidences sur la question de commençant traitement plus tôt, est-ce qu'il y a des bénéfices? Les essais Temprano et START sont les principales sources de données. Vous pouvez regarder les sources si vous êtes intéressé. Aussi, on a fait une revue systématique comprenant 17 études d'observation et on a vu qu'il y a un impact sur la morbidité sévère du VIH, la progression de la maladie du VIH et la transmission. Et on n'a pas vu une grande augmentation d'événements indésirables laboratoires. Exemple de l'étude START qui a démontré que l'initiation immédiate a des effets bénéfiques en termes de mortalité et infections graves. Mais pour les enfants et les adolescents, les preuves sont il y a une absence de preuves directes, mais il y a des preuves indirectes suggérant la réduction de mortalité, amélioration de la croissance, et aussi il y a un nombre croissant de preuves qui démontrent l'impact positif sur la croissance, le développement neurologique, la récupération immunologique et la prévention de retard pubertaire. Les bénéfices semblent être limités pour les adolescents infectés verticalement. Mais on a des considérations programmatiques
qui qui appuie de adopter, traiter tous chez les enfants et adolescents. On peut éviter de reporter le TER dans les lieux où on n'a pas accès au test CD4. On peut simplifier le traitement pour les enfants. On peut améliorer la rétention. Et on doit toujours pas oublier qu'il faut soutenir l'adhérence, planification attentive, renforcement des services laboratoires et amélioration d'approvisionnement. Alors, en sommaire, les bénéfices sont plus que les risques. Je vais maintenant parler de quel TAR à utiliser, TAR, chez les enfants et les adolescents. Ce diapo, c'est un peu dense, il y a beaucoup d'informations là, mais vous pouvez voir les grands changements, les principes. Les principes sont initiation plus tôt, le traitement plus simple, les stratégies moins toxiques et plus robustes, surveillance meilleure et plus simple. Et vous pouvez voir les changements avec les CD4. Si quelqu'un peut se mettre en mute. Je ne sais pas si. Merci. On voit que maintenant nous avons le traité tous au lieu de 500 comme pour le CD4 et aussi des nouvelles options des médicaments, des nouvelles options pour les enfants et soutenir l'élargissement de charge virale. Et probablement vous rappelez cette photo qui est juste, c'est un petit sommaire de comment travaillent les médicaments qu'on utilise pour traiter le VIH. Et vous rappelez que on a les inhibiteurs entry, les inhibiteurs reverse transcriptase, NNRTI en anglais, les inhibiteurs intégrases et les inhibiteurs protéases. Juste pour que vous vous rappelez de ça quand on voit les régimes. Alors, quelles sont les recommandations? Il y a certains changements et certaines continuations. Pour les adolescents et les adultes, le régime préféré pour la première intention, c'est tenofovir XTC, qui veut dire 3TC ou FTC, et efavirenz, qui est un NNRTI qu'on connaît bien. Alternative, qu'est-ce qui est nouveau? Nous avons ajouté l'option de dolutegravir, qui n'est pas toujours au marché, mais on espère l'année prochaine que ça va être là, et aussi efavirenz 400. Mais ces nouveaux médicaments on n'a pas des preuves pour les femmes enceintes ou pour les enfants toujours. Pour les enfants, je veux juste résumer. Vous savez très bien qu'on a des particularités, des considérations pour les enfants qu'on doit discuter. Le temps pour le développement de nouveaux médicaments, c'est plus long. Les options des médicaments sont limitées. Les formulations sont non convenables. On a un défi d'observance. On a un défi d'approvisionnement. Et les fabricants ne produisent pas ou sont pas si intéressés par ces petites quantités des médicaments.
pour les cas spéciaux. Et maintenant, nous savons nous avons moins et moins des enfants aussi, des jeunes enfants. Alors, on a des particularités là. En plus, le virus a un effet un peu différent dans les enfants. L'histoire naturelle est différente. La mortalité, la charge virale sont plus élevées chez les jeunes enfants. Le VIH affecte le développement neurologique et la croissance. On doit changer les dosages des médicaments. Le métabolisme est différent. On a la sélection de la pharmacorésistance en résultat de l'exposition PTME. On a des autres comorbidités, par exemple le paludisme, la malnutrition, l'anémie, qui sont un peu plus plus différents avec les enfants. Les recommandations. OK, so quelles sont les recommandations pour les enfants? Les enfants de moins de 3 ans, on recommande Abacavir plus 3-TC plus Lopinavir-Ritonavir. C'est juste, c'est pas changé de 2013, mais juste pour renforcer que on recommande le inhibiteur protéase en première ligne pour les enfants, en comparaison avec les adultes et adolescents où le première ligne c'est NNRTI, Fabrance. Pour les enfants moins de 3 ans. Les enfants moins de 3 ans à 10 ans, on peut utiliser Fabrance. On a des alternatives qui sont listées là aussi. Et on a les principes de simplifier, dans les circonstances spéciales, quand vous avez beaucoup de pharmacorésistance ou des autres raisons, Raltegravir est une option. Ça, c'est un autre inhibiteur intégrase, mais la disponibilité, c'est limité. Un autre point, c'est que nous essayons de changer les enfants à Efavirenz quand ils ont un certain âge, s'ils peuvent tolérer, pour harmoniser avec les adultes et les adolescents. Et ça, c'est la première ligne. En première ligne, pour les nourrissons et les enfants, on a ajouté un Vindy? Allô, Lévané? Oui, je suis en train de voir. Apparemment, on a perdu l'orateur. Oui, c'est ce que je vérifie. Ok. Il doit avoir eu des problèmes de connexion. Oh là. Alors, je ne sais pas quel problème elle a eu. Je suis en train d'essayer de la contacter par téléphone. Et si vraiment elle n'est pas encore revenue en ligne, je proposerai qu'on prenne un autre présentateur. Et puis, quand il reviendra, on va voir comment rattraper la situation. Je suis là, Elevani. Je suis là. That's super. Good, Vindy. Welcome back. À Genève, l'Internet, ça travaille pas comme en Afrique, hein? Ok.
J'étais sur j'avais fait, vous avez écouté celui-ci de nourrissons et enfants? Je ne sais pas quand, mais juste pour résumer, cette diapo juste donne une option pour la période de 0 à 2 semaines, parce que le Pinavir ne peut pas être utilisé dans cette période, alors on utilise le Verapine. Et OK. La prochaine, deuxième intention. Deuxième intention, on a fait un sommaire de tout ici, des adultes et adolescents et les enfants, juste pour faire une table un peu simple. Mais vous pouvez voir que si vous avez les enfants qui ont l'Openavir, Ritonavir comme pour la première intention, on recommande Raltegravir pour la deuxième. Je sais qu'on a beaucoup ça c'est pas facile, mais c'est si on a des pharmacorésistances aux efavirenz ou au NNRTI, on n'a pas beaucoup des options. Mais pour les enfants de 3 ans et plus, c'est ça je parlais de moins de 3 ans. Pour les enfants de 3 ans et plus, on peut utiliser efavirenz aussi. Pour les enfants qui avaient déjà été sur efavirenz, on peut utiliser Atazanavir, Lopinavir pour la deuxième intention. Mais la difficulté, c'est plutôt dans les enfants de moins de 3 ans qui avaient commencé avec Lopinavir. Il y a pour la revue de l'évidence qu'on avait fait, ce sont les meilleures options. OK. La prochaine, on parle, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Troisième intention, il faut parler aux spécialistes et dans votre pays, le système que vous avez pour troisième intention. Pour tuberculose, je voudrais juste montrer ce diapo rapidement. C'est que les enfants qui sont moins de 3 ans, qui sont déjà sous traitement pour tuberculose et maintenant vous avez faire la diagnostic et vous voulez commencer, moins de 3 ans, ils doivent faire ce qu'on appelle triple nukes parce que il y a des interactions avec rifampin pour eux, c'est parce que efavirenz, on peut pas utiliser moins de 3 ans. Mais il y a aussi des interactions avec rifampin et lopinavir. Alors, vous allez voir que si on peut utiliser efavirenz, c'est ça la recommandation quand on a 3 ans et plus, ou triple nukes, les 3 NRTI. Il y a un petit peu de différence entre si vous étiez déjà sous TAR et vous allez maintenant commencer le traitement de tuberculose. Parce que là, vous allez changer à efavirenz. Ou en certains cas, on peut ajouter ritonavir. Je n'ai pas mis ça dans le diapo, mais dans les lignes directrices, vous allez voir ça, que vous pouvez ajouter ritonavir, mais nous savons que c'est très difficile, pratiquement, de le faire. Alors, on n'a pas mis ça. OK. Je parle un peu des nouvelles formulations. Ça c'est le lopinavir, ritonavir, granule.
je pense qu'il y a un pays qui a déjà commandé en Afrique de l'Ouest. Mais j'espère que je pense que vous connaissez l'histoire, c'est que l'opinavir et ritonavir, c'est soit tablette qui est difficile à administrer aux petits enfants ou liquide. Et on a des problèmes avec des liquides, on a besoin de garder au froid, ils contiennent l'alcool, ils ont du mauvais goût, il est difficile d'administrer l'enfant. Alors maintenant, il y a une nouvelle forme gélénique en granule qu'on peut utiliser avec la nourriture. Et j'ai mis le link au notre site web de EMTCT. On a plus d'informations sur les pellets là, sur les granules là. Aussi, juste un diapo des nouveaux recherches pour dolutegravir pour voir si dans le futur on pourrait utiliser chez les enfants. Et finalement, juste une référence à le formulaire de l'ITT optimal pour les formulations pour plus appropriées pour les enfants et pour améliorer l'approvisionnement. Celui-ci est aussi sur le site web. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais arrêter là. Merci beaucoup, Vindy, pour ta présentation. Alors, je vais inviter les participants à poser des questions. Nous avons 10 minutes de questions et discussions. Vous pouvez envoyer vos questions par écrit ou bien parler à la plateforme. Il y a quelqu'un qui a une question? Allô? Est-ce que tout le monde est en ligne? Vindy, tu es toujours là? Tu m'attends? Je suis toujours là, je vous attends. Ah, ok. On t'entend. Ok, il y a quelqu'un qui a une question? J'ai l'impression. Est-ce que tout le monde a bien suivi la présentation de Vindy? Peut-être qu'on peut enchaîner les présentations et puis mettre toutes les discussions vers la fin. Oui, je vais m'assurer que s'il n'y a pas de questions et puis on aura une proposition. Tu as raison, Françoise. Alors, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut passer à la présentation suivante? Et puis, quand les questions vont venir, vous pouvez les noter, s'il vous plaît. OK. Alors, maintenant, j'entends quelqu'un qui parle, mais je n'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Alors, la présentation qui suit, c'est maintenant Dr Françoise Vigilmana. Elle va parler sur les directives sur la prévention de la transmission mère-enfant. Françoise, tu as la parole, s'il te plaît. Okay. Ok, Elevani, vous allez pouvoir mettre ma présentation? Je pensais l'avoir. Ok, je vais mettre encore ta présentation. Ouais. Est-ce que tu la vois en ligne, Françoise? Pas encore, ouais, voilà, ça vient. Bonsoir tout le monde, c'est un grand plaisir de participer à ce webinaire en français. Et je vais donc aborder le sujet de prévention de la transmission mère-enfant.
Et je vais aborder les questions suivantes. On va voir quand commencer les ARV pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Quel est le régime recommandé? Quelle est la prophylaxie recommandée chez les nouveau-nés exposés? Et quelle est l'approche PTME qui est en vigueur? Ok, vous avez ma présentation devant vous. J'espère que vous suivez. Pour les nouvelles lignes directrices de l'OMS, le traitement ARV chez les femmes enceintes et allaitantes, c'est le même traitement ARV chez l'adulte. En effet, les femmes sont aussi des adultes. Et ici, nous avons pour la première fois une proposition de traitement universel qui est valable chez tous les adultes. On ne va pas considérer ni le niveau des CD4, ni le niveau de la charge virale, ni les stades cliniques. Et ça, c'est une recommandation forte avec évidence modérée. C'est exactement ce que Vindy vous a présenté tout à l'heure. Vous voyez que l'on propose le même schéma que les recommandations 2013. Ici, on a voulu juste rappeler, dans le domaine de la prévention de la transmission mère-enfant, comment les choses ont évolué depuis 2006, 2010, où on était avec les options A, option B, option B+, 2013, où on recommandait fortement les options B ou B+. Les recommandations de 2015, on ne va plus parler d'options. On va juste parler de traiter tous, y compris chez les femmes enceintes. Donc, je répète que c'est une même recommandation pour tous les adultes et que nous sommes dans la logique d'un traitement universel standardisé chez tous les adultes. Donc, une seule recommandation chez tout le monde. Donc, ce qui est nouveau, c'est juste la terminologie. Sinon, dans la plupart de nos pays ici en Afrique, on était déjà en train de mettre en œuvre l'option B ou l'option B+. Et donc, aujourd'hui, c'est juste une terminologie qui change. Les médicaments, l'approche thérapeutique restait la même. Pour rappeler ce que Vindy a exposé tout à l'heure, quelle est la première ligne privilégiée et préférentielle chez la femme enceinte et la femme allaitante? C'est la première ligne qui est au niveau de chaque pays pour les adultes. Ici, on est sur TDF, Exticid et Efavirenz. Le plus important ici pour la première ligne, c'est que le choix pour les femmes enceintes portera sur les lignes, les médicaments, les combinaisons thérapeutiques fixes, une prise unique par jour. C'était déjà en vigueur, c'est pour insister, pour des raisons d'efficacité mais aussi d'observance. Nous allons toujours encourager un seul comprimé par jour chez la femme enceinte et la femme allaitante. Pour les alternatives, c'est la même chose que les autres. Vous avez eu tout à l'heure les nouveaux médicaments qui sont recommandés pour les alternatives. Pour la deuxième ligne, ici on n'insiste pas tellement quand on est en PTME. Là, c'est la même chose que pour les adultes et ça, ce n'est pas pour la PTME, c'est dans les services de traitement ARV qu'on va parler des deuxièmes lignes. On va maintenant aborder la question de prophylaxie chez les nouveau-nés, surtout dans des situations particulières où la maman a commencé les ARV assez tardivement. Vous le savez qu'il y a des femmes qu'on voit à la fin de la grossesse et il y a des femmes qu'on voit même en stade d'accouchement.
Et dans certaines situations, c'est pendant l'allaitement que la maman va être connue comme séropositive. Ici, nous avons 2 études qui ont montré comment est-ce qu'on peut améliorer la prophylaxie chez le nouveau-né. La première étude, qui est HPTN 040, a été faite dans des situations où les mères n'avaient même pas eu d'ARV pendant la grossesse, où c'est juste à la naissance qu'ils ont eu accès au traitement ARV. Et la deuxième étude, c'est chez les femmes allaitées, chez les femmes allaitantes, où 40% des mères avaient eu les ARV. Ce qu'il faut noter ici, avec la première étude, c'est une étude randomisée où on a testé la polyprophylaxie, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs ARV chez le nouveau-né. D'abord, un groupe qui a utilisé seulement l'AZT, et puis un autre groupe qui a utilisé l'AZT plus nevirapine, et un autre groupe, 6 semaines, même période, mais qui a utilisé 3 ARV. Les résultats ont montré que l'usage de plus d'une molécule réduit de plus de 50% la transmission mère-enfant. Et ici, on a vu que la polyprophylaxie diminue la transmission périnatale dans les situations à haut risque. Pour cette étude, comme je le disais, c'était le groupe d'enfants qui n'étaient pas allaités et les mères avaient eu les ARV à la naissance, à l'accouchement. Pour le deuxième groupe, qui ressemble le plus avec la plupart des pays ici en Afrique, la plupart des femmes sont sous ARV et les enfants sont allaités. Ici, on a testé l'utilisation de la nevirapine pendant 6 semaines, comme on le fait d'habitude, avec les recommandations actuelles. Et on a mis le premier groupe de femmes, de nouveau-nés exposés, on leur a donné des placebos pendant 4 mois et demi de plus. Un autre groupe a eu la nevirapine pendant 6 semaines et on a prolongé pendant 4 mois et demi, toujours avec la nevirapine, totalisant ainsi 6 mois sous nevirapine. Ce qu'on a constaté, c'est qu'à 6 mois, la transmission mère-enfant était supérieure dans le groupe placebo et que c'était plus bas et que la transmission mère-enfant était plus basse dans le groupe qui avait eu la nevirapine prolongée. Et la recommandation ici, la conclusion était que prolonger la prophylaxie réduit la transmission mère-enfant en l'absence de traitement ARV chez la mère et se suivre tant que le risque persiste. Ici, c'est vraiment des informations précieuses et qu'il faut bien comprendre qui ont abouti à cette recommandation que dans les situations de risque élevé, il faudrait utiliser soit l'AZT et nevirapine pendant 6 semaines. Là, on est dans la situation de polyprophylaxie. Ou alors, quand l'allaitement est là, les diapos ne sont pas lisibles. Je ne sais pas si les participants peuvent les lire. Les diapos ne sont pas... Elevani, les diapos ne sont plus là. Je ne sais pas si les participants peuvent suivre. Vous m'entendez? Allô? Françoise. Oui, vous m'entendez? Françoise. Oui. On t'entend bien, mais les participants disent que les slides ne sont pas en train de bouger. Oui, je ne les vois pas moi. Tu peux les manipuler? Oui, les diapos sont disparus. Il n'y a plus de diapos sur mon écran, Elevani. Alors, je regarde.
Sinon, je peux continuer en parlant, en espérant que les diapos vont se poursuivre. Donc, j'étais en train de parler des recommandations chez les nouveau-nés, qu'en situation d'allaitement, prolonger la prophylaxie, soit avec nevirapine seule, soit avec AZT, plus nevirapine jusqu'à 12 semaines, améliore la situation et la prophylaxie chez le nouveau-né. Donc, François, tu n'en as pas encore? non, j'ai toujours pas la présentation sur mon écran, elle est vanille. Oh, désolée, parce que moi je la vois. Ah oui? Joy? Tiens, je sais pas ce que... Alors tu peux continuer et on va partager les présentations avec tout le monde. Ok, d'accord. Ok, donc maintenant je vais... Oui? Ou si vous voulez, je peux prendre la présentation Takeover comme presenter et bouger les diapos. Est-ce que c'est mieux? D'accord. Ok. Et après, Oui, vous aussi. oui, Vindy, tu peux essayer si c'est possible Ok. de ton côté. Merci. Ok. Ok. Ok, donc je parlais de la nouvelle recommandation sur en situation de risque élevé et maintenant je vais définir ce qu'on entend par le risque élevé. Selon les nouvelles recommandations, si la charge virale est disponible dans les pays où on fait la charge virale plus de 1000 copies par millilitre, à 4 semaines avant l'accouchement, cette femme va être considérée comme une femme à risque élevé. La deuxième situation, c'est si la charge virale n'est pas disponible, mais la femme n'a pas reçu les ARV ou n'a reçu les ARV que moins de 8 semaines avant l'accouchement, cette femme va être considérée aussi comme à risque élevé. La transmission est à risque élevé. Et aussi, il y a la situation où le VIH est diagnostiqué pendant l'accouchement ou en postpartum. Voilà donc les situations où on va parler de risque élevé et où on va recommander la prophylaxie prolongée à 12 semaines, soit avec nevirapine seule, soit avec AZT jusqu'à 12 semaines. Maintenant, pour terminer, j'avais mis les détails sur comment il faut prescrire la nevirapine. Peut-être vous allez voir ça sur les diapos. Juste pour attirer l'attention que la nevirapine, jusqu'à la prophylaxie jusqu'à 6 semaines, il n'y a rien qui change. Maintenant, après 6 semaines, il faut faire attention, voir au lieu de continuer avec 15 mg une fois par jour pour la nevirapine, il faut passer à 20 mg. Donc, il faut faire attention au poids de l'enfant. Il y a donc une attention particulière après 6 semaines quand on est dans une situation de transmission à haut risque et quand on prolonge la prophylaxie jusqu'à 12 semaines. Ok, donc voilà ce qui est important à retenir pour la transmission mère-enfant, c'est la terminologie, c'est les nouveau-nés où il faut vraiment faire attention au risque élevé et faire la prolongation jusqu'à 12 semaines. Et maintenant, je voudrais juste pour conclure revenir sur la situation, le contexte dans lequel nous sommes ici en Afrique en utilisant les données de 2014 pour la prévention de la transmission mère-enfant. Je ne sais pas si vous voyez les diapos. Vous voyez les diapos? Oui. Ok. Donc, ici, j'ai voulu montrer les pays prioritaires, les 21 pays prioritaires, comme vous le savez, qui sont responsables de plus de 70% des nouvelles infections chez les nouveau-nés ici en Afrique.
J'avais voulu montrer les progrès actuels, les progrès de fin 2014 qui comptent pour l'année 2015 en termes de transmission mère-enfant et montrer en fonction de la couverture de ARV maternelle quel est le taux de transmission. Et le deuxième graphique, c'est pour montrer pour les mêmes pays le nombre de nouveaux cas pour 100 000 naissances. Comme vous le savez, quand on va parler de l'élimination de la transmission mère-enfant, il faut considérer le taux de transmission mère-enfant, mais aussi il faut considérer le nombre de cas pour 100 000 naissances. Donc, cette diapo, c'était pour montrer les 21 pays qui ont eu le maximum d'appui, qui sont toujours l'attention au niveau mondial, quel est le niveau actuel de taux de transmission mère-enfant et quel est le niveau du nombre de nouveaux cas par an pour 100 000 naissances. Donc, pour terminer, traiter tous concerne aussi les femmes enceintes. On ne va plus parler d'option B+. Nous sommes dans un schéma thérapeutique standard pour tous les adultes et le premier choix portera toujours aux médicaments ARV combinés, une trithérapie en une prise par jour, un comprimé. Et cette thérapie est très efficace sur la prévention de la transmission mère-enfant et la prophylaxie ARV prolongée jusqu'à 12 semaines. C'est une option à considérer dans les situations de transmission à haut risque. Je vous remercie et nous sommes disponibles pour les questions. Merci beaucoup, Françoise. Chers participants, on a 10 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Vous pouvez noter la question ou bien parler pour la présenter vous-même. Je vois qu'il n'y a pas de questions. À la dernière présentation, la dernière slide de Françoise, vous voyez qu'est-ce qui est nouveau. Vous savez que les directives, beaucoup de pays avaient adopté l'option B+. Et maintenant, on ne va plus parler de l'option B+. On va parler de traiter tout le monde, toutes les femmes qui sont séropositives. Et maintenant, une autre chose qui est nouveau, c'est la prophylaxie prolongée chez les nouveau-nés qui va jusqu'à 2 semaines quand l'enfant est à risque. Je vois Ebi. Please, Ebi, tu peux poser la question. Par écrit, vous m'entendez? Non, vous pouvez parler. On vous attend bien. Ok, s'il vous plaît, moi, je m'excuse, je viens de prendre le train en marche, je n'ai pas suivi, mais sur le peu que j'ai entendu, je voudrais poser comment est organisée la pharmacovigilance pour ces ARV, parce qu'on a parlé quelque part de toxicité et de risques élevés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ou Françoise peut y répondre à cette question? Ouais, Françoise, tu peux répondre. Ok, merci beaucoup pour la question. Effectivement, avec les ARV, vous le savez qu'il y a des risques de toxicité. Cela, ce n'est pas nouveau. Et il y a aussi les risques de résistance. C'est deux domaines différents qui sont gérés différemment. En pensant à la toxicité, il y a effectivement beaucoup d'outils qui ont été développés, qui font partie d'ailleurs des guidelines, des recommandations de 2015 de l'OMS, où il faut que chaque pays s'organise pour faire un suivi de la pharmacovigilance, pour voir vraiment la réaction des médicaments et le comportement des médicaments au niveau des individus. Donc, en plus des outils de pharmacovigilance existants au niveau des ministères de la Santé, dans les systèmes de santé, qui sont gérés en général avec les directions
de la pharmacie ou les directions au niveau du ministère de la Santé, il y a eu de nouveaux outils qui ont été proposés dans le cadre du VIH qui devraient être gérés partout où il y a la prise en charge par les ARV. Donc, c'est des outils qui existent et ces informations doivent remonter et doivent être gérées par le ministère de la Santé. Pour ce qui concerne la résistance, il y a des approches de surveillance de la résistance qui existent au niveau des pays, soit pour la surveillance de la résistance primaire, pour les gens qui vont hériter, être contaminés par un virus résistant. Il y a la surveillance des indicateurs d'alerte précoce que les centres de prise en charge doivent utiliser pour surveiller leur niveau d'efficacité. Il y a des indicateurs choisis à ce niveau. Et puis, il y a des études pour la résistance acquise. Tout ça, c'est des outils disponibles au niveau des programmes nationaux de lutte contre le sida. Et en général, il y a déjà des équipes qui travaillent sur ça. C'est une préoccupation fondée qui est connue et c'est pas de nouveaux médicaments que l'OMS a proposés. Et les outils, on devrait faire davantage d'attention pour vraiment les utiliser. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Françoise. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Il y a Allô? quelqu'un qui a une question? Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire où vous êtes basé? Oui, Nathalie, je suis Nathalie de ICAP au Cameroun. Ok. Merci, Nathalie. Oui, merci beaucoup Françoise pour ta présentation. Il y a une nouvelle information que tu as communiquée concernant le traitement la mise sous traitement ARV des enfants nés de mères séropositives. Et tu as spécifié que pour les enfants chez qui la maman n'a pas suivi, n'a pas pris les ARV au moins 8 semaines. Et puis, celle qui a la charge virale élevée ou quand c'est disponible. Donc, on doit donner le traitement à l'enfant pendant 12 semaines au lieu de 6. Et maintenant, la nouvelle information que j'ai appris, c'est qu'on doit changer de posologie. En fait, on doit augmenter la dose. Et je pense que c'est un des aspects sur lesquels, notamment, on n'insiste pas beaucoup. En tout cas, jusqu'ici, on n'insistait pas de veiller à changer la posologie. Bon, maintenant, ma question, je voulais savoir, est-ce que c'est systématique ou bien je pense que ça devrait pas se faire en fonction de la prise de poids chez l'enfant ou... Merci beaucoup, Nathalie. Françoise, tu as la parole, tu peux y répondre à cette question, s'il te plaît. Ouais, merci Nathalie pour la question. Effectivement, c'est une information cruciale parce que vous le savez que quand on donne 15 mg pour les bébés, c'est en supposant que l'enfant est né avec un poids de 2,5 kg. OK? Oui. Donc, c'est sur cette base que ce calcul est fait. Maintenant, il faut vraiment regarder la question du poids qui aura changé de toute façon à 6 semaines. Donc, c'est vraiment, il faut regarder de près cet aspect. Et dans les nouveaux guidelines, on précise ça, que la prolongation à partir de 6 semaines, il faut regarder le poids. Et on a proposé, pour faciliter, on a proposé une façon standardisée. Que ce soit pour la ZT, que ce soit pour la nevirapine, il faut regarder la posologie et on augmente la posologie à partir de 6 semaines. C'est effectivement nouveau, c'est un petit détail de taille qu'il faut regarder et tous les prestataires devraient accorder une attention particulière à ça. Merci François. Il y a quelqu'un qui a une autre question? Françoise, merci beaucoup pour ta présentation.
Je pense qu'on peut même relancer nos discussions aux participants qui sont dans les pays qui ont déjà adopté ce que nous appelions l'option B+. Est-ce qu'il y a les pays qui font le suivi de la rétention et quels sont les outils qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont des approches innovatrices pour le suivi de la rétention? Est-ce qu'il y a un pays qui peut nous partager ça? Ou bien, François, tu veux bien réagir sur l'aspect rétention des femmes enceintes et allaitantes? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler sur la rétention? Ce que on remarque un peu partout, c'est que il y a un suivi à 6 semaines pour tous les malades sous ARV. Il y a un suivi à 6 mois, à 12 mois, à 24 mois. Mais quand on regarde, la courbe va toujours descendante. Les gens que l'on arrive à retenir sous traitement. Alors, pour ce qui est des femmes enceintes, c'est le grand défi. C'est le grand défi depuis qu'on est rentré dans l'option B+. Tous les pays, on demande à tous les pays de développer plus d'outils pour réduire les perdus d'ovules. Et on demande de voir vraiment les approches, les modèles qui pourraient améliorer la rétention à 6 semaines, bien sûr, à 12 mois, à 24 mois. Et on doit rentrer dans une logique de gestion des cohortes. Maintenant, voilà. Donc, c'est vraiment une question d'organisation de services, mais c'est crucial. Et c'est aussi une question qui demande l'implication communautaire. Et il y a des outils aussi, il y a même des modules de formation pour que autour de chaque site, je peux l'appeler comme ça, ou de chaque groupe, de chaque cohorte des femmes enceintes, il y ait des communautaires qui peuvent encourager les femmes à continuer à prendre les ARV pour qu'ils restent dans le système et aussi pour s'assurer de l'observance. Donc il y a des outils aussi, il y a des manuels de formation qui existent. Maintenant, comment est-ce qu'on est organisé pour s'assurer qu'il y a la complémentarité entre les services communautaires et les services de santé publics ou privés? C'est là où il faut vraiment que les pays insistent et s'organisent davantage. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. On va voir que les données qui vont sortir pour 2015, le niveau de rétention qui est actuellement, qui serait, quel est le niveau actuel de rétention pour les femmes enceintes? Merci Françoise, je pense que tu as tout couvert. Un autre aspect peut-être qu'on peut ajouter en plus de ces outils, c'est que maintenant la tendance est un suivi du couple mère-enfant. Parce qu'avant, on suivait l'enfant peut-être séparé à la mère, mais maintenant, les outils qui existent, ce sont des outils qui mettent ensemble le suivi couple mère-enfant et qui lient les deux ensemble pour le suivi, même quand ils viennent à la structure de santé, et également dans le cadre de l'intégration dans les services de santé de la reproduction et santé maternelle et infantile. Est-ce qu'on a une autre question ou bien on peut passer à la prochaine présentation? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut demander à Dr Landry Tsagé pour présenter? Oui, bonjour à tous et merci Lévanie. Je n'ai pas encore accès à la présentation. Oui. Est-ce que Landry, tu vois ta présentation maintenant? Ok. Oui. Une seconde, ça se télécharge ici. Oui. Bien, merci et bon après-midi à tous. Je voudrais en 15 minutes faire le tour de la question du dépistage du VIH
chez l'enfant ainsi que l'alimentation de l'enfant exposé au VIH. Ma présentation va principalement se concentrer sur ces deux objectifs. Et pour commencer, la thématique de l'identification des enfants infectés par le VIH a été fortement développée dans les nouvelles directives de l'OMS. Vidi vous a tout à l'heure signalé que ces directives sont en ligne. Le chapitre 2 porte sur le diagnostic du VIH et le sous-chapitre 2.5 à la page 28 porte sur le diagnostic du VIH chez le nouveau-né et l'enfant. Donc ça c'est pour référence, et il y a beaucoup plus de détails dans le document, dans le guide de l'OMS, et cette présentation vise surtout à stimuler une discussion, et il y aura plus de détails que je ne peux vous donner dans cette présentation dans le guide qui est en ligne. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau dans les directives 2015 en matière d'identification des enfants infectés par le VIH? Alors, la présentation, les slides ont bougé. Est-ce que vous... Ok, c'est revenu. Le premier point, c'est l'introduction du test d'acide nucléique à la naissance. C'est le premier point nouveau. Le deuxième point, c'est l'accès au dépistage précoce au point de prestation, ce que on appelle communément en anglais point of care. Le troisième point, c'est l'optimisation des tests de dépistage rapide pour tous les groupes d'âge d'enfants. Et enfin, un renforcement du message autour du dépistage du VIH à l'initiative du prestataire. J'espère que tout le monde voit les slides. Elevani, est-ce que tu peux confirmer pour moi que tout le monde voit les slides? Ok, les Oui, slides sont visibles. nous voyons. Excellent. Oui, nous voyons les slides. Merci beaucoup. Alors, pour vraiment cadrer la conversation, je voudrais avec vous parcourir cette cascade qui a été développée en 2011 par Chatterjee et collaborateurs. Ici, le but c'était de voir un peu quelle était la performance des programmes de dépistage précoce de l'enfant, et cette étude couvrait 4 pays en Afrique et en Asie. Et comme vous pouvez le voir, la cascade était très très défavorable. En 2011, sur 100% de naissances d'enfants séropositifs, il y avait environ 70% qui étaient qui bénéficiaient du test de dépistage précoce, et 40% dont les résultats étaient retournés au moment, et seulement 30% qui finissaient par être initiés sous traitement. Donc vous pouvez voir une déperdition d'environ 70% de la population à couvrir. Et l'OMS, depuis lors, a exploré plusieurs options. Bien sûr que les programmes de EID sont passés à échelle dans plusieurs pays, mais aujourd'hui, l'une des questions qui restait toujours posée, c'était de savoir comment réduire le gap qu'on observe entre le nombre total d'enfants qui naissent de mères séropositives et qui pourraient être infectés in utero, comment réduire le gap entre ce nombre d'enfants et ceux qu'on identifie efficacement avant que le pic de mortalité ne survienne, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que la stratégie de diagnostic précoce puisse identifier les enfants infectés le plus tôt possible. D'où l'idée de considérer le dépistage virologique à la naissance.
Le but étant justement d'offrir cette efficacité à la stratégie afin que le nombre d'enfants dans les programmes où la PTME n'est pas très très forte, le nombre d'enfants qui n'est déjà infecté puisse être identifié assez tôt avant le pic de mortalité qui, vous le savez, survient généralement au cours du du premier mois. Le deuxième défi, c'était de savoir comment est-ce que ces enfants qui reviennent dans la structure sanitaire au cours de leur suivi postnatal pouvaient bénéficier d'un dépistage au point de l'offre de services. Comment réduire les gaps liés à l'accès aux services de dépistage précoce. Il y a eu beaucoup de travail autour des technologies de points de prestation, ce qu'on appelle communément point of care. Et le but de toutes ces technologies, c'est vraiment d'amener le dépistage le plus près possible de l'enfant et de la famille. Le dernier point était en rapport avec ce que nous appelons communément le dépistage à l'initiative de prestataires, ou en anglais le PITC. Le but ici étant de pouvoir capitaliser sur la prise en charge de l'enfant malade et la prise en charge de l'enfant en contact avec la formation sanitaire. Donc, c'est important que ce diagramme puisse décrire un peu le contexte et ça permettra de mieux présenter les prochaines slides. Le deuxième diagramme est celui-ci, que j'ai fait allusion à ça tout à l'heure, qui dit que communément dans les programmes de prise en charge pédiatrique, tous les enfants exposés, identifiés dans les programmes EID, sont généralement mis sous traitement entre la 3e et la 4e semaine au meilleur des cas pour les enfants testés selon l'algorithme actuel qui demande de tester entre 6 et 10 semaines. Ça fait que pour ceux qui sont infectés in utero, on a perdu l'opportunité de les identifier avant que, comme je le disais, le pic de mortalité, comme vous le voyez, qui est entre le premier et le premier et le deuxième mois, ce pic de mortalité-là survient. Comment est-ce que nous allons faire pour que le pic de mortalité qui est entre le premier et le deuxième mois, qu'on puisse identifier ces enfants un peu plus tôt et initier le traitement ARV. L'OMS, dans les nouvelles directives, a proposé au pays de considérer le test d'acide nucléique, un test virologique, d'introduire ce test d'acide nucléique à la naissance pour détecter l'infection VIH chez les nouveau-nés exposés. Il faut noter que c'est une recommandation conditionnelle parce que il y a certaines considérations à prendre en compte avant de passer à l'échelle d'une telle recommandation. Les évidences restent encore limitées parce que les expériences pays dans la mise en œuvre de TAN restent limitées à quelques pays, surtout en Afrique australe. Alors, quelles sont les conditions dont parle l'OMS ici? Alors, vous imaginez bien que si on introduit une technologie comme celle-là, un dépistage à la naissance, il y a un taux de faux positifs. Ce taux de faux positifs peut même être très très élevé et vous comprenez pourquoi. Ce taux de faux positifs peut être très élevé et va demander forcément un test de confirmation plus tard. Le deuxième défi, la présentation, elle revient, ok, c'est le nombre élevé des enfants négatifs à la naissance. Bien évidemment, si on a un programme PTM qui marche bien, on peut avoir des enfants négatifs tant à la naissance et ça nécessite forcément qu'il faille refaire le dépistage classique à 6 semaines. Et sans oublier le fait que dans nos pays où l'allaitement maternel est recommandé sous protection ARV, il faudra continuer avec le dépistage à la fin de l'exposition pendant l'allaitement. Et tout ceci pose la problématique du coût.
L'argument également qu'on peut utiliser pour poser la problématique du coût, c'est que les tests virologiques le coût des tests virologiques sont en train de baisser sur le marché, et c'est important que les pays considèrent cette technologie, surtout les pays qui ont encore une faible couverture des programmes PTME et des programmes EID. Il faut noter que l'OMS insiste sur le fait que dans l'analyse, je vais être sûr que tout le monde me suit. Est-ce que on a tous la présentation? Je vois des messages non, non, non. Ce n'est pas en rapport avec la présentation, j'espère. Elivani, est-ce que vous pouvez confirmer? Je vois quelques participants qui disent qu'ils ont ils voient la présentation, d'autres non. Je pense que ceux qui disent non, vous devez avoir un problème à votre niveau. À leur niveau, d'accord. Oui. Ok. Oui. Donc nous continuons. Je disais que dans l'analyse des considérations, chaque pays devra mettre en avant le fait que le test d'acide nucléique à la naissance doit s'inscrire dans une stratégie globale d'amélioration du coût-efficacité de la cascade. Parce que le tout n'est pas de tester l'enfant à la naissance, il faudrait avoir les services de traitement, il faudrait avoir une stratégie de retention pour que le dépistage définitif soit effectué, surtout avec la deuxième PCR, comme je l'ai décrit plus haut. Les pays qui ont commencé à expérimenter le test à l'acide nucléique nous ont déjà partagé les premières expériences, l'Afrique du Sud surtout. C'est important de former le personnel, c'est important que ce test de l'acide nucléique soit intégré à la maternité, parce que c'est là où on a le maximum de contact avec le nouveau-né, et ça va nécessiter une révision des outils conséquente. Ce qui est aussi nouveau, comme je le disais tout à l'heure, en plus des tests de l'acide nucléique à la naissance, les nouvelles directives de l'OMS sont suffisamment claires par rapport à la prise en compte ou l'intégration des technologies point of care. Point of care, ça veut dire technologie de dépistage virologique au point de prestation. Et la recommandation dit que les technologies d'acide nucléique validées pour l'usage au niveau et proche des points de prestation, point of care, peuvent être utilisées pour le diagnostic précoce chez l'enfant. C'est une recommandation qui cependant reste conditionnelle et va nécessiter que beaucoup de recherches opérationnelles continuent dans les pays qui vont adopter les point of care. Comme vous le savez sans doute, cette technologie qui vise à régler le deuxième goulot d'étranglement que j'avais cité plus haut, va apporter plus d'efficience, de simplicité. C'est une technologie qui peut être en principe manipulée par des agents sans être experts en laboratoire. C'est une technologie qui est supposée s'intégrer dans le système national de charge virale. Et c'est une technologie qui à elle seule ne résout pas toute l'équation, parce qu'il faudra que les traitements suivent au niveau décentralisé pour que la cascade soit complète. Alors, le troisième volet de recommandation dont je parlais dans mon introduction vise l'optimisation des tests rapides. Vous le savez, les tests rapides ont existé depuis très très longtemps dans la réponse VIH et il y avait toujours beaucoup de défis dans l'algorithme par rapport à son utilisation chez les enfants. L'OMS est clair, il faut au maximum utiliser les tests rapides, mais l'objectif va varier en fonction de l'âge de l'enfant. L'OMS dit pour les enfants qui sont âgés de moins de 4 mois, le test rapide est utilisé pour déterminer le statut d'exposition. Ou, comme pour dire, cet enfant est exposé au VIH et j'utilise le test rapide pour confirmer qu'il est exposé au VIH. Pour un enfant qui est âgé de plus de 4 mois, l'OMS dit
on peut économiser le test de l'enfant si on peut tester la mère. Donc, le statut d'exposition au VIH chez l'enfant peut être contrôlé par une sérologie de la mère. Le quatrième point est en rapport avec les enfants de 9 mois qui sont symptomatiques ou bien ont un statut d'exposition connu. L'OMS dit que les tests sérologiques peuvent être utilisés chez ceux-là. Pour les enfants de plus de 18 mois, les recommandations ici visent surtout le diagnostic. Là, on a terminé avec l'utilisation des tests rapides. Pour l'exposition, on est en train de confirmer, si on peut dire ainsi, d'utiliser le test rapide pour faire un diagnostic sérologique du VIH chez les enfants âgés de plus de 18 mois. Et ça s'aligne ici à l'algorithme qui est utilisé pour le diagnostic chez les adultes. Et c'est une forte recommandation. Ce qui est aussi important, c'est le fait que l'OMS encourage, dans le cadre de la recherche active des enfants vivant avec le VIH en contact avec les structures sanitaires, de contrôler le statut VIH chez tous les enfants vus dans les établissements de santé à la naissance ou lors de la première consultation postnatale, généralement entre la 4e et la 6e semaine, ou toute autre consultation pédiatrique si le statut VIH est inconnu ou si l'exposition est incertaine. Ça continue avec le dernier point en rapport avec le dépistage, l'identification des cas, qui est le dépistage du VIH à l'initiative du prestataire. Beaucoup de ce qui est ici semble déjà vu, mais c'est important d'insister sur le fait que l'OMS insiste sur deux paramètres, qui est l'épidémie généralisée et les points au poids d'infection. Et dit ceci, en situation d'épidémie généralisée, les enfants admis en hospitalisation ou pour la malnutrition, l'OMS, sur la base d'études qui ont été commises avant ces directives, a identifié l'hospitalisation et les services de malnutrition comme des points à haut impact pour l'identification des enfants séropositifs dans des pays à épidémie généralisée, et demande que les pays puissent systématiquement intégrer le test sérologique en routine pour les enfants admis dans ces points. Le prochain insiste toujours sur dans les pays en épidémie généralisée, et insiste sur le fait que quand la couverture PTME est faible dans un pays, les enfants en consultation ou en vaccination doivent bénéficier en routine de la sérologie VIH. Le dernier point, qui est pour l'OMS ce qu'ils appellent aujourd'hui une bonne pratique, l'OMS déclare que dans tous les services, les enfants et les adolescents ayant des parents, frères ou sœurs vivant avec le VIH devraient bénéficier en routine de dépistage VIH, ou s'ils sont infectés ou à risque, ils seront référés aux soins et services de prévention VIH. Donc ainsi, je termine avec la première partie de ma présentation qui portait sur le dépistage ou l'identification des enfants vivant avec le VIH. La prochaine partie, qui est beaucoup plus spécifique à l'allaitement, est suffisamment claire aussi. L'OMS est revenu sur 3 points essentiels. Le premier est relatif à la durée de l'allaitement par les mères sous ARV dans le cadre de la promotion de l'allaitement maternel. Et le principal changement ici, dans un contexte de traiter tous, donc Françoise vous a déjà bien décrit, l'OMS dit les mères vivant avec le VIH peuvent allaiter leurs enfants jusqu'à 12 mois et poursuivre l'allaitement jusqu'à 24 mois et plus, comme le reste des femmes en population générale,
avec l'aide à l'observance. Bien sûr, l'observance et l'observance à la thérapie antirétrovirale. C'est une recommandation qui est forte. C'est une recommandation dont la qualité de l'évidence est cependant faible jusqu'à 12 mois, parce que les études jusqu'ici allaient jusqu'à 6 mois et encore moins jusqu'à 24 mois. La prochaine recommandation est assez générale, c'est le soutien des mères vivant avec le VIH pendant l'allaitement. Et l'OMS fortement recommande aux autorités nationales et locales de protéger, promouvoir et soutenir l'alimentation, l'allaitement maternel pour les femmes vivant avec le VIH, en veillant à la coordination et mise en œuvre des services irrelatifs dans les établissements sanitaires, les communautés et les familles. Et l'OMS termine avec 2 déclarations de bonnes pratiques en rapport avec l'allaitement. Elle concerne d'abord l'allaitement qualifié de non exclusif chez les mères vivant avec le VIH. Vous le savez, ça a toujours été au centre de beaucoup de discussions. L'OMS dit ceci: l'allaitement non exclusif mixte n'est pas une raison d'interrompre l'allaitement maternel lorsque le personnel soignant et les mères vivant avec le VIH peuvent se rassurer que la thérapie antirétrovirale est bien suivie et qu'il n'y a pas de risque de transmission postnatale par l'allaitement mixte. C'est une bonne pratique. Le deuxième point de bonne pratique est relatif à l'allaitement de moins de 12 mois. Et l'OMS se demande de considérer l'allaitement de moins de 12 mois lorsque les mères vivant avec le VIH et les soignants sont convaincus que la durée de l'allaitement de moins de 12 mois est mieux que de ne pas allaiter du tout. Ainsi, j'arrive à la fin de ma présentation. J'ai ainsi fait le tour des questions relatives à l'identification des enfants exposés, ce qu'il y a de nouveau, et j'ai rapidement parcouru avec vous les 3 points essentiels autour de ce qu'il y a de nouveau avec l'alimentation de l'enfant exposé au VIH dans le cadre des nouvelles recommandations de l'OMS. Je vous remercie. Merci beaucoup Landry pour ta présentation. Donc tu as couvert, je pense, 5 points. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est le dépistage précoce à la naissance. Tu as couvert aussi le point of care et puis l'optimisation des tests rapides, le dépistage à l'initiative du prestataire qui regarde si beaucoup plus dans les situations où l'enfant n'a pas été testé, la mère plutôt, aussi la situation dans le cas d'une épidémie généralisée, et à la fin c'était l'allaitement maternel que tu viens de couvrir comme dernier slide. Maintenant on peut passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions? On a encore quelques minutes, on peut discuter. Alors, Livani? Oui, Freddy, s'il te plaît. Oui, Freddy RDC. Oui, nous remercions tous les présentateurs pour la clarté de leurs exposés. Toutefois, on a quelques préoccupations. C'est celle de savoir, par rapport à la faisabilité concrète sur le terrain, les directives ont changé, donc c'est tout malade détecté VIH, en principe, on doit les soumettre sous traitement. Or, comme vous le savez, dans la plupart de nos pays, les commandes, les intrants disponibles ont été commandés sur base des directives passées. Est-ce que il y a un risque de craindre que si on va d'emblée appliquer ces directives dans l'immédiat, qu'on risque d'avoir des ruptures de stock par-ci par-là, d'intrants? Oui. Et quelle situation pratique? Parce qu'il y a une feuille de route pour les étapes futures pour passer à ces nouvelles directives, ou bien c'est d'application immédiate? Merci Freddy. Alors, pour passer la parole à Landry, je veux qu'on combine une autre question aussi de Patricia. Elle demande
plus de questions d'option d'allaitement. La mère doit faire l'allaitement systématique, l'allaitement mixte. Est-ce que Patricia, tu veux bien rendre ta question plus claire, s'il te plaît? Tu es en ligne? Patricia, tu es là? Alors, Landry, tu peux répondre à la question de Freddy en attendant que Patricia... Ok. Elle dit qu'elle voulait dire que systématiquement l'allaitement mixte. Est-ce que c'est ça que Landry tu as présenté? Tu peux répondre à deux questions, s'il te plaît. Merci Lévanie. Je pense que la question de Freddy elle est adressée à nous tous. Je vais donner ma contribution. Je pense que Vindy et Françoise auront également des contributions à faire. Bien évidemment, c'est le shift le plus important que la réponse nationale va avoir, le passage à traiter tous. Et comme on le sait, même avec les recommandations antérieures, l'un des gros défis reste toujours la planification et les soucis de quantification, d'approvisionnement et de distribution. Et je pense que c'est important que au décours de cet appel, que nous puissions recueillir ces préoccupations, mais on sait très bien qu'au niveau pays, il y a au niveau des programmes nationaux toute une approche quand il s'agit d'adapter de nouvelles directives. La question la plus critique, je pense, est la question des ressources financières, parce qu'au-delà des intrants qui pourraient ne pas suffire pour les besoins identifiés, la question fondamentale c'est qui va payer. C'est qui va payer, et nous pensons que les programmes nationaux, dans le contexte du 90-90-90 et en alignement avec les objectifs du développement durable, doivent résolument se tourner vers non seulement des objectifs ambitieux pour aider à mettre fin à l'épidémie du VIH, et nous sommes convaincus que ces directives contribueront à cela, mais également en termes de ressources, diversifier les financements pour pouvoir soutenir la réponse sur le long cours. Bien évidemment, les sources classiques de financement, que ce soit le Fonds mondial, PEPFAR et d'autres donateurs, sont encore et soutiennent ces recommandations de l'OMS. Et je pense que les pays doivent être très offensifs dans ce qui est notre conceptuel et reprogrammation, pour prendre en compte ces recommandations et mobiliser et sécuriser le maximum de ressources pour le passage à échelle. Donc, je pense que sur le premier point, je vais laisser Françoise et Vindy donner plus d'éléments. Le deuxième point, je vais juste clarifier la question. Le point que j'ai fait par rapport à l'allaitement mixte, l'OMS dit que par rapport aux bonnes pratiques, l'allaitement mixte, il faudrait déjà bien définir que le défi avec l'allaitement mixte, c'était que les prestataires se mettaient dans une situation où l'allaitement maternel était, comment on dit ça, court, et à partir de 4 mois, il demandait aux femmes de ne plus allaiter. Parce que il risquait de transmettre le VIH à l'enfant pendant l'allaitement, alors qu'ils étaient en train d'introduire, de diversifier l'alimentation. Ça, c'est un point important que l'OMS a voulu introduire ici dans la notion d'allaitement non exclusif. Je pense que le mixte ici, je l'ai mis entre parenthèses pour que en français, ça fasse un peu plus de sens.
Mais le point ici, c'est que il ne faudrait pas, on ne devrait plus dire à la femme, parce que tu as commencé à diversifier ton alimentation, tu dois arrêter d'allaiter. Et cette diversification dans le contexte des nouvelles directives peut même commencer un peu plus tôt. Donc l'allaitement non exclusif n'est pas une raison d'interrompre l'allaitement maternel lorsque la trithérapie est bien suivie et qu'on a des garanties d'adhérence. Donc c'est pour clarifier la bonne pratique telle que formulée par l'OMS. Au revoir. Oui, merci beaucoup Landry. On va donner la parole à Vindi et à Françoise. On a déjà dépassé le temps de notre webinaire. Si vous pouvez réagir aussi rapidement sur cela. Et aussi, je vous informe que maintenant, notre enregistrement des discussions est fini parce que le temps est terminé. Donc, après ces discussions, les participants n'auront pas notre discussion enregistrée. Donc, Vindi et Françoise, qui va commencer? Françoise? Je peux intervenir rapidement pour compléter la réponse de Landry par rapport aux ruptures de stock, aux défis sur les intrants. Comme vous le savez, les recommandations de l'OMS visent à montrer, à proposer les traitements les plus efficaces et pour les populations avec un grand impact de santé publique. Donc, les méthodes sont connues au niveau des pays. Il faut que ces recommandations soient d'abord adoptées au niveau des pays. Et quand c'est adopté, on passe à l'adaptation pour actualiser les directives nationales. Et à partir de cette directive nationale, les pays vont planifier. Et quand ils auront les plans nationaux, ils vont aussi actualiser leurs plans nationaux d'approvisionnement. Donc, l'OMS ne demande pas immédiatement d'appliquer les directives. Les directives sont proposées aux pays et les pays s'organisent pour rentrer effectivement dans les nouvelles directives. Et ces directives actuelles contribuent aux objectifs du développement durable en 2030, où on vise à renforcer le traitement qui contribue aussi comme mesure de prévention pour réduire drastiquement les nouvelles infections et en finir avec l'infection à VIH en 2030. Je vous remercie. Vindi? Oui, merci beaucoup. Ça, c'est la question le commentaire et que il y a des problèmes de pratique, de comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces politiques de traiter tous dans un environnement de ressources limitées. Et j'ai quelques points. Un, c'est que tous les donateurs ou les fondateurs appuient un changement de politique, ou cette recommandation, PEPFAR, Global Fund, et aussi UNAIDS. Tout le monde appuie est en accord avec cette recommandation, mais on sait que au niveau du pays, ça va dépendre. On va voir avec les partenaires en pays ce qui est possible, mais changer le politique nationale à traiter tous ne veut pas dire qu'immédiatement on va avoir un problème de stock, parce que nous savons que la raison que beaucoup de patients ne sont pas sur traitement. Oui. Okay. Freddy, s'il te plaît. Beaucoup de patients ne sont pas sur traitement, c'est parce que on a des problèmes systématiques. Nous savons que, particulièrement dans l'Afrique de l'Ouest, on a des couvertures
pas trop haute. Alors, il y a la difficulté à trouver les patients quand même. Et aussi, on a vu que d'aller de 500 à traiter tous le burden, c'est pas si grand il faut faire les calculations au pays, il faut parler avec les partenaires, il faut voir ce qui est possible chez vous. Mais ce n'est je pense que beaucoup de pays, l'OMS a fait des consultations avec les pays de dissémination des guides, lignes directrices, et la majorité des pays nous ont dit qu'ils vont adopter cette politique en différentes manières, mais il y a beaucoup d'intérêt en ça dans cette recommandation. Alors, mon point juste, c'est que on peut travailler ensemble pour voir ce qui est possible dans votre pays. Merci Vindy. Je vois encore 2 dernières questions qui viennent de nos collègues de DLC. Les gens qui sont à Katanga posent une question sur le diagnostic précoce chez l'enfant constitue un défi dans les pays à ressources limitées. Est-ce que cette stratégie est-elle pratique? Et puis, je vois aussi notre collègue qui est à Kinshasa, le test acide nucléique qui est de faisabilité. Est-elle faisable? Je pense, c'est ce que tu voulais dire, Freddy. Je vais passer la parole rapidement à Landry et puis on clôture notre webinaire. Merci. Merci Elevani et merci pour les questions. Le dépistage précoce de l'enfant est un défi pour les pays à ressources limitées, mais c'est un impératif pour que nous puissions réduire la mortalité attribuée au sida chez les moins de 5 ans. C'est important, surtout dans les pays et les régions à épidémie généralisée. Ça c'est un point. Le deuxième point, les progrès ont été faits récemment dans les pays de notre région. Ces progrès restent insuffisants pour accroître l'accès au dépistage précoce chez l'enfant. On le sait très bien, les défis qui ont été jusqu'ici partagés par les pays sont en rapport avec l'accès à l'équipement pour ce diagnostic. Vous le savez tous, c'était des machines de PCR qui étaient généralement limitées à des grands centres urbains et en nombre insuffisant. Ce qui posait un défi d'accessibilité pour la grande partie des enfants et de leurs familles qui vivaient en milieu reculé. Le deuxième défi était le retour des résultats assez tôt pour permettre que ces enfants puissent initier le traitement avant le pic de mortalité, comme je l'ai décrit, qui se situe entre le premier et le deuxième mois. Donc c'est dans cette optique que l'OMS a, dans ses dernières recommandations, exploré la faisabilité et le coût-efficacité d'une approche de diagnostic précoce à la naissance. La faisabilité, j'essaie de lier les deux questions. La faisabilité reste une question à clarifier, comme je l'ai dit. Il y a encore des considérations opérationnelles et c'est pour ça que l'OMS a dit cette recommandation est conditionnelle. Ce n'est pas une recommandation forte. Chaque pays doit regarder son contexte, chaque pays doit regarder son niveau d'épidémie, son niveau de performance des programmes PTME et surtout le plateau technique en matière de dépistage précoce. Si le dépistage précoce marche très bien à 6 semaines et que votre PTME, l'option B+, est bien généralisée, alors peut-être que votre dépistage à la naissance ne vous apportera pas
de cas positifs. Donc ce sont ces considérations que les pays doivent prendre en compte avant d'aller vers le dépistage à la naissance, ou bien tout simplement ils vont renforcer le dépistage à 6 semaines comme ils le font déjà, et renforcer le dépistage comment on dit ça, tardif pour les enfants qui vont continuer avec l'allaitement. Donc je pense que c'est une question qui restera au centre de la thématique de la PTME et de la prise en charge pédiatrique pour les mois et les années à venir. Je vois que Patricia a une expérience à partager. Peut-être qu'on peut passer le micro à Patricia pour 30 secondes, madame la modératrice. Ah oui, si tu as fini, Landry, comme ça, oui, Patricia. Là. Oui, on va bien clôturer par l'expérience pays. Patricia, est-ce que tu peux partager ça? Oui. D'accord, merci. C'est juste pour partager un peu l'exemple de la Côte d'Ivoire pour répondre un peu à la préoccupation du... Patricia, tu peux approcher le micro, s'il te plaît? Oui, donc je disais qu'en Côte d'Ivoire, comme il dit, l'accès au dépistage précoce est certain défi, mais il faut une réelle volonté politique soutenue par les partenaires financiers pour pouvoir y arriver. Donc nous, en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, on était à moins de 40% d'accès au dépistage précoce sur le plan national, et aujourd'hui, on est environ à 70%. C'est vrai que selon les partenaires, c'est pas forcément la même chose. Donc, je donnais l'exemple de la Fondation Elisabeth Blaise Urban ECPAF, où nous, dans notre programme, 100% des structures peuvent avoir accès au dépistage précoce. Et toujours pour soutenir l'accès des enfants à ce dépistage le plus rapidement possible, nous, en 2017, grâce à un financement obtenu auprès de United, nous allons déployer des points of care EID pour faire le dépistage vraiment au point d'offre de services aux populations. C'est la petite contribution pour dire que si les pays le veulent, avec le soutien des partenaires, on peut y arriver. Merci Patricia. Peut-être si tu as encore quelques minutes, est-ce que tu peux nous dire la stratégie que le pays a fait pour améliorer le transport des échantillons et le retour des résultats et la communication des résultats? Oui, disons que là, c'est vraiment dépendant de chaque partenaire, parce qu'on avait à un moment donné voulu mettre en place un système national de transport des échantillons, mais ça s'avérait vraiment très compliqué. Donc, c'est chaque partenaire, mais il y a différents modèles. Par moment, ce sont les prestataires des structures de santé eux-mêmes qui transportent les prélèvements vers les laboratoires de référence. Parfois, ce sont des organisations communautaires, les conseillers communautaires qui sont dans les structures avec lesquelles on contractualise pour faire ces acheminements. D'autres partenaires prennent même des structures de services de location de véhicules qui font le transport, comme les courriers rapides qui transportent les échantillons. Donc, divers modèles ont été mis en place, vraiment selon un peu les réalités des zones d'intervention de chaque partenaire pour pouvoir améliorer cela. Et maintenant, pour le retour des résultats, quelque chose qui a été fait aussi avec le laboratoire de CDC. Dès qu'ils finissent de techniquer les prélèvements pour les positifs, ils envoient les résultats par mail à chaque partenaire qui a pour charge de rapidement amener l'information au niveau des sites, le temps que les versions papier ne parviennent. Donc, on reçoit rapidement du laboratoire du CDC les tests, les résultats des tests, surtout pour les positifs, c'est ce qui a été convenu. Et soit on a 24 à 48 heures pour les faire parvenir au niveau des structures de santé pour qu'eux puissent contacter les familles et qu'elles viennent aux résultats. Merci Patricia. Je trouve que si on avait assez de temps, on continuerait notre webinaire. Je proposerais qu'on clôture par ici et nous allons partager les présentations avec vous et puis les points clés de notre discussion. Je pense aussi que si le temps nous le permettra prochainement, on pourrait organiser notre webinaire pour discuter, échanger l'expérience sur la mise en œuvre
de ces directives, surtout qu'on a déjà des pays qui étaient sur option B+, qu'on parle de traiter tous, et puis aussi d'autres pays qui ont l'expérience sur le dépistage des enfants. Donc, Pardon, Elevani, juste comme tu conclus, il y a un message de Nathalie aussi, juste pour conclure, qu'à Cameroun, il faut d'abord renforcer le système de dépistage précoce à 6 semaines avant d'embrasser le dépistage virologique à la naissance. Juste à Douala, quand on a fait la dissémination, c'était ça la conclusion pour la majorité de pays qui étaient là, car la recommandation de dépistage virologique à la naissance est conditionnelle. La majorité de pays ne vont pas trouver que c'est une recommandation qu'ils vont prendre, parce que c'est il y a beaucoup Landry a parlé des considérations pour ça. Alors, si on veut avoir une autre conversation, notre webinaire pour discuter ces choses dans le futur, on peut, mais je voudrais juste dire que je comprends ce que Nathalie dit et je ne sais pas si les autres, ils pensent, ils ont les mêmes, concerns ou décisions. Juste pour ne pas partir avec la pensée que c'est une recommandation qu'il faut adopter, que c'est comme Landry a dit, c'est conditionnel et probablement peu de pays vont adopter. C'était ça mon impression. Merci pour les précisions, Vindy. Avant de clôturer, je voulais aussi faire un autre commentaire. Vous savez que la prise en charge pédiatrique est toujours notre maillot faible et que même dans nos discussions, on n'a pas vraiment posé des questions, on n'a pas eu assez de temps de discuter sur les nouvelles recommandations sur la prise en charge pédiatrique. Nous allons vous partager les présentations et tout en vous demandant de prêter une attention sur cela et de pouvoir aussi accompagner les pays dans l'adoption de ces directives et plus spécifiquement dans leur mise en œuvre. Donc, on promet à tous les participants qu'on va partager les présentations, qu'ils auront le temps de lire et comprendre, accompagner les pays, mais que aussi on pourra organiser notre webinaire pour parler échanger l'expérience dans la mise en œuvre de ces directives. Sur ce, si vous permettez, je remercie tous les participants, je remercie tous les présentateurs et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Elevani. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre participation.